comme les petits partis, doivent se présenter. Et un parti qui représente et dont je pense le Congo a besoin et qui représente une sensibilité doit maintenant, à mon sens, jouer le jeu démocratique, ce qui est normal. Sinon, ce serait, je crois, une perte pour l'ensemble aussi, de manière neutre, dis-je. D'après certaines chaînes périphériques, médiatiques bien sûr, on apprendra qu'il risque d'avoir, disons, association avec le parti d'un des vice-présidents de la République démocratique du Congo, en la personne de M. Azaras Rouberoy, avec l'UDPS. Est-ce que vous croyez que ça peut tenir entre les deux partis? Écoutez, moi, je ne me positionne pas sur des enjeux nationaux. Non, mais ce n'est pas à moi de donner mes avis, qui seront de toute façon totalement éloignés et sans doute pas très pertinents. Je pense que c'est aux Congolais à choisir et à faire leur choix, à analyser et à s'informer. Et s'informer surtout. Voilà, je crois. Alors, il y a des alliances qui seront bien, il y a des alliances qui seront moins bien, il y a des choses qui seront sincères, d'autres pas, il y a des gens qui ont un passé, voire un passif, d'autres pas. C'est aux Congolais à faire leur choix. Si je commençais à commenter, je pense que ce serait déplacé. Merci. Voilà. Merci bien. Alors, par rapport à votre parti qui est le CDH, est-ce que vous avez des projets de société par rapport à la communauté congolaise qui évolue en Belgique? Ah oui, bien sûr. Donc, non seulement on a une ministre CDH qui a la coopération francophone en main, et c'est vrai que j'ai été visiter un petit peu et voir tout ce qu'il faisait. Je trouve qu'il y a vraiment moyen de renforcer encore toute l'aide que l'on peut faire par rapport à une série de politiques au niveau du Congo, tout comme d'ailleurs toute la politique de coopération au développement fédérale. Donc je crois que pour nous, c'est vraiment une priorité majeure. Et quand je retourne dans 2 mois, c'est aussi pour aller voir une série de projets qu'on peut soutenir. On va aussi beaucoup défendre partout, en tout cas dans les élections communales que nous allons avoir, l'idée de dire que chaque commune se jumelle avec une commune du Congo pour vraiment se cibler sur ce pays, parce que pour nous, il est prioritaire, vraiment, et vraiment aider dans des projets de développement qui sont parfois de commune à commune ou d'école à école. Et c'est parfois des petits projets comme ça qui sont beaucoup plus efficaces et en termes humains, qui permettent d'avoir des échanges aussi de personnes. Et donc, on va donner un mot d'ordre, nous, chez nous, c'est de vraiment proposer des jumelages avec des communes du Congo. On va le faire à Bruxelles-Ville sur Kinshasa, avec Bertha Mampaka, qui est échevin congolais, enfin d'origine congolaise, de Bruxelles-Ville. On a commencé, mais j'ai rencontré déjà 2-3 personnes, en tout cas de différentes communes de Kinshasa, qui sont vraiment intéressées, notamment de différentes écoles. On va voir au retour comment est-ce qu'on peut vraiment aider les choses en termes de matériel scolaire, de réparation de vitres. Il y a des bâtiments qui étaient aussi dans de grandes difficultés. Et c'est tous des projets qu'on va vraiment défendre. Ah, c'est intéressant. Et Madame Milquet, vous voyez-vous au sein du gouvernement fédéral d'ici là? Oh, écoutez, franchement, chaque chose en son temps. On a des élections. Je crois que vous avez quand même toutes les capacités. Bon, écoutez, c'est pas à moi à juger, ça c'est aux électeurs à juger, mais souvent, parfois, vous savez, quand même vous gagnez les élections, vous pouvez être dans l'opposition, donc on verra bien. Moi, je dis chaque chose en son temps. Cette année, on a des élections communales, c'est vrai qu'on prépare les élections fédérales, mais on verra, on a des projets, on a toute une série d'idées alternatives, mais ce seront aux électeurs à juger. Et donc, moi, vous savez, je ne pleure pas nécessairement pour être absolument ministre, je peux tellement bien rester dans l'opposition. Oui, mais voilà. Si Mme Joëlle Milquet devient aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, quelle sera votre politique par rapport au pays des Grands Lacs particulièrement? Ça, je crois que c'est un poste qui que je trouverais vraiment passionnant. C'est pas pour autant que je fais une déclaration d'intention de devenir ministre des Affaires étrangères. Je rassure tout de suite l'actuel ministre. Mais je trouve qu'il y a des enjeux tellement fondamentaux que je persiste à penser que pour la Belgique, c'est la priorité numéro 1 de la politique étrangère. Et en cela, même si Louis Michel n'est pas de mon parti, et qu'on peut peut-être analyser de manière plus critique certains bilans, le fait d'avoir remis le Congo en priorité quand même de la politique étrangère belge, après des années un peu équidistantes, je trouve qu'en cela, je lui suis reconnaissante, même si, je vous dis, je suis dans l'opposition et que je ne partage pas toutes ces idées, mais je dois être aussi objective. En tout cas, sur ce point-là, ce sera une priorité, ou ce serait une priorité pour moi, mais nous sommes dans les réels du futur. Hein, donc, Alors, Madame Milquet, est-ce que vous avez un mot, un petit message envoyé aux Congolais qui vont vous suivre sur nos chaînes? Bah, écoutez, moi, je dois juste vous dire que ce qui se passe chez vous là maintenant est passionnant, qu'il y a tout un pays à reconstruire, qu'il y a un régime nouveau à décider, des forces politiques nouvelles à choisir. Et je trouve qu'il faut faire le bon choix en s'informant, en regardant qui est qui,
quelle est la sincérité, l'éthique, la compétence, le degré de préparation, le contenu des projets, et faire le bon choix. Je pense que c'est très important, et d'avoir l'esprit critique surtout, et puis d'y croire, parce que je crois que ce qui se passe, c'est quand même un très très beau moment et un moment très important pour le Congo si l'on veut le redresser, retrouver l'unité, et puis reconstruire un pays qui est magnifique avec des gens qui sont fabuleux et qui méritent bien un État qui marche et qui soit démocratique. Merci beaucoup, madame. C'était Rogasen Kapem en direct du Centre démocrate humaniste, CDH en sigle. Merci. Fidèles téléspectateurs de l'émission Autopsie New Look, une émission qui vous est proposée par la maison Avon Production avec Visually Broadcasting de Londres, et sans toutefois oublier la grande chaîne Global TV, une grande chaîne parmi les grandes à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir un visage qui sera assez nouveau pour vous, parce que je crois que vous avez déjà entendu parler de l'UNIR en sigle, qui veut dire l'Union pour la République Mouvement National. Je crois que vous avez à maintes reprises entendu parler de monsieur Frédéric Boyenga en qualité de président. Et bien aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir son secrétaire en la personne d'Olivier, mais je préférerais que lui-même se présente à vous. Je m'appelle Olivier Meskens Ntambuku Fwanga, j'ai 33 ans, je suis le secrétaire général de l'UNIR-MN. Et comment vous avez commencé dans la politique? Parce que c'est un parti politique, je crois, l'UNIR. Comment vous êtes retrouvé en tant que juriste, ou bien c'est par charisme? Non, disons que je suis juriste de formation, c'est un fait acquis. Si je suis arrivé dans l'UNIR-MN, c'est parce que j'ai été particulièrement sensible à la détresse de mon pays. Et c'était un appel. Je me suis dit que je ne pouvais pas rester ainsi les bras croisés avec tous les acquis que j'avais accumulés durant ma vie académique et professionnelle, sans essayer de trouver les solutions pour résoudre la crise dans laquelle baigne mon pays. Et c'est dans quel cadre que vous avez été personnellement touché par la crise au sein de votre pays qui est la RDC? Disons que ça a été un processus progressif, et ma rencontre avec le président Boyenga a été décisive. Et qu'est-ce qui vous a attiré? C'est leur projet de société, ses ambitions politiques, ou bien quoi? C'est par affinité? Je dirais qu'il y a certainement une conjonction d'affinités entre le président Boyenga, les idées développées par l'UNIR, et puis l'apport que moi je pouvais donner également à ce parti. Mais monsieur Olivier, vous êtes censé savoir que d'ici le 18 décembre prochain, il y aura vote par rapport au référendum. Je voudrais savoir quelle est votre impression d'abord personnelle, et puis l'impression de votre parti qui est l'UNIR par rapport à cette loi. Mon impression personnelle, c'est l'impression du parti. Je m'exprime ici en tant que secrétaire général de l'UNIR-MN. Mon impression est de dire que, dans l'ensemble, ce projet de constitution contient des avancées. Il faut être intellectuellement honnête, il faut le reconnaître. Toutefois, il contient une série d'écueils qui risquent à terme de faire de la Troisième République un processus mort-né. Je m'explique. Dans l'ouvrage que vous avez devant vous, Congo-Zaïre refaire la République, nous avions en son temps prôné une forme de décentralisation, à une époque où tout le monde parlait de fédéralisme, et nous avions expliqué pourquoi. La décentralisation, nous étions contents très satisfaits de constater que la Constitution la consacre. Mais tel que le découpage territorial est arrêté par cette Constitution, elle introduit un facteur ethnique qui, à terme, pour nous, risque de déstabiliser la République. Je m'explique en prenant par exemple la province de l'Équateur. Nous avons le Sud-Ubangi, le Nord-Ubangi, le Chouapa, etc. Bon, nous savons que dans le Nord-Ubangi, ce sont les Ngbaka. Dans le Sud-Ubangi, ce sont les Mandi, le Chouapa, Mongo. On pourrait dire la même chose pour les autres provinces de la République, que ce soit dans le Bandundu ou que ce soit au Katanga, par exemple. Et lorsque je vois ça, évidemment, je pense directement à une certaine forme de fédéralisme un peu à la belge. Nous sommes en Belgique, c'est un système institutionnel que je connais bien, et les similitudes sont criantes. On voit aussi en Belgique, effectivement, cette division entre la communauté francophone et la communauté néerlandophone, les régions.
C'est un peu ça qu'on a voulu concrétiser ici. Mais le problème, c'est que chez nous, vu la mentalité ambiante, ben on a introduit inévitablement un facteur d'instabilité future. Et c'est très dangereux pour la cohésion de la République. C'est très dangereux, d'autant plus que un des grands acquis de la Seconde République et du maréchal, il faut quand même le souligner en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher, c'était quand même d'avoir forgé l'unité nationale. Donc, si je comprends bien, d'après vous, vous croyez que le Congolais n'a pas encore acquis une certaine maturité pour ne pas risquer des guerres tribales, scissions, comme dans le passé, je crois. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas la maturité. Je dis que ça ne corrobore pas avec notre histoire politique et avec notre culture politique. Et donc, vous êtes contre le fédéralisme, alors, si je comprends bien? Je n'ai pas dit que j'étais contre le fédéralisme. J'ai dit que nous étions pour la décentralisation. Mais la décentralisation ne signifie pas qu'il doit y avoir un morcellement du territoire. Nous étions pour le redécoupage territorial. Administrativement, je crois. Administrativement, oui. Parce que pour des raisons pragmatiques, cela s'imposait. Oui. Mais morceler comme on l'a fait, en ne tenant compte que des facteurs ethniques, c'est un facteur particulièrement dangereux pour la suite. Si dans le cadre ethnique, alors, c'est pas administrativement. Bien sûr, et on l'a vu, si, parce que les deux se chevauchent ici, mais on l'a vu aussi, l'histoire est suffisamment significative. On a vu en son temps les oppositions entre les différents partis qui naissaient au niveau des ethnies. Je parle ici de la période de l'indépendance, qui suit mai 1960, où on a vu les oppositions qui ont engendré juillet 1960. On a vu les oppositions entre les Balubakat, les non-Balubakat au Katanga, les Mongos en Équateur et les autres, entre Kalonji et Lumumba. On a vu tout ça. C'est une répétition de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tenu compte des problèmes de l'histoire? C'est ça que je veux souligner. Ici, j'ai l'impression qu'on va répéter les choses et qu'on a de nouveau répété des risques de conflit ethnique. Et il n'y a que ce point-là qui vous lèse au sein de cette constitution, ou bien il y a autre chose? Il y a encore un autre point particulièrement important qui concerne l'organisation institutionnelle et plus particulièrement les rapports entre le Premier ministre, le Président et le Parlement. La Constitution, telle qu'elle est rédigée, introduit une forme de diarchie à la tête de l'État. Inévitablement, on risque de voir s'opposer deux pouvoirs souverains, celui du Premier ministre et celui du Président de la République. Un Président de la République élu au suffrage universel, avec un programme déterminé. Un Premier ministre qui est nommé par le Président de la République, mais qui est issu d'une majorité parlementaire. Oui. Que faisons-nous lorsque la majorité parlementaire n'est pas celle du Président de la République? On rentre dans un système de cohabitation, avec toutes les difficultés que cela engendre. Si vous prenez en considération le fait en plus que la politique gouvernementale et la politique de l'État est définie par le gouvernement en concertation avec le Président de la République. Si les deux points de vue ne s'accordent pas, dans la mesure où le Président de la République ne peut pas révoquer le Premier ministre. Il y a blocage. Il y a blocage. Or, la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de sortie de ce blocage. Alors, que fera-t-on en cas de blocage? Est-ce qu'on se dirigera de nouveau vers une crise majeure comme on en a connu? Vous savez, cette forme de diarchie-là, elle a existé en son temps entre Lumumba et Kasavubu. Tout à fait. Elle a abouti au coup d'État du 24 novembre 1965. Et même avant, elle a abouti à la sécession du Katanga aussi. Bon, toute une série de facteurs historiques qu'il faut prendre en considération pour ne pas répéter. Ce que nous disons simplement, non, n'allons pas trop vite. Il y a moyen de réviser les points importants de cette Constitution. Ensemble, concertons-nous, remettons-nous à table. Et je crois que si nous pouvons améliorer cette Constitution, nous avons tout à gagner pour le faire. Alors, votre mot d'ordre, c'est-à-dire que le peuple congolais dit non à la Constitution, si je comprends bien. En tout cas, pour ce qui concerne l'UNIR, nous sommes contre cette Constitution, pour les points que je viens de vous exposer. Oui, mais regardez bien, je crois que vous vivez ici en Belgique, vous avez entendu les propos qui ont été tenus par le ministre Armand de Decker, qui est ministre de la Coopération. Même lui, Michel, en a parlé, et nous apprendrons aussi qu'en Allemagne, le Premier ministre a essayé de parler dans ce